pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente et puis ensuite, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Bah, vous avez vu en vous inscrivant, je m'appelle Pascal Gallois. Moi, je fais partie d'un cabinet qui est très orienté sur, je dirais, la recherche de l'accompagnement social et en l'occurrence, notre rôle, c'est plutôt d'aider les entreprises à mettre du social dans le moteur. On travaille beaucoup sur tout ce qui est évolution sociologique. Évidemment, l'absentéisme est un thème très sensible, hein, qui peut d'ailleurs déboucher sur plein d'autres choses, et en particulier sur les risques psychosociaux, sur la qualité de vie au travail, sur le bien-être, etc. C'est des thèmes que j'aborde moi assez régulièrement. J'ai un associé qui lui travaille beaucoup sur le management, hein, et sur les relations dans le management. Voilà, donc en fait, vous aurez l'occasion d'ailleurs pour ceux qui suivent et qui sont abonnés au Contact, d'avoir, une proposition de webinaire probablement fin mars, début avril. Voilà en ce qui concerne les présentations. Je disais que j'aimerais que ce soit le plus interactif possible. Donc, d'abord, on est nombreux, donc avancez-vous, parce que si vous restez au fond de la salle, vous n'allez pas bien entendre. Et puis ensuite, je vous invite à vous serrer parce que la salle est petite et on va être nombreux. Alors, la présentation de ce webinaire. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient suivi le mois dernier celui sur les retours d'expérience en matière de santéisme et qui s'étaient inscrits cette fois-ci. Et je vous rassure, évidemment, ce n'est pas le même. Hein, donc restez jusqu'au bout, vous allez apprendre des choses. Je vais quand même faire un tout petit passage commun parce que ceux qui n'y étaient pas la dernière fois ont loupé, je dirais, un, une aide visuelle que je vous présenterai tout à l'heure, qui est de rappeler les enjeux qu'il y a à travailler, enfin, l'enjeu de la prévention de l'absentéisme. Ça, c'est la première chose. Et puis très vite, on passera, alors ça va être à peu près 90% de notre temps durant ce webinaire, sur une démarche d'analyse et de conception d'un plan d'action, analyse des facteurs de l'absentéisme et puis de conception d'un plan de prévention. Alors, en 3 étapes, parce que vous allez voir, c'est classique, hein, c'est qu'il faut analyser, il faut ensuite effectivement trouver des causes et puis derrière, il faut mettre en place un plan d'action. On terminera par un jeu de questions-réponses, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure. J'essaierai d'y répondre. Je ne suis pas nécessairement très adroit ou très habile, mais je vois que de temps en temps, il y a des questions qui se posent, donc j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Bien, alors, premier thème important, la question effectivement de l'enjeu et du pourquoi, voilà, de quoi parle-t-on quand on parle d'absentéisme? On ne parle pas, si vous voulez, des absences de premier niveau qui vont être des absences structurelles. Tout le monde peut être absent pour mille et une raisons, entre la grippe, la cheville foulée ou toute autre raison. Évidemment, il y a des raisons structurelles et on sait que c'est assez difficile. On a eu quelques entreprises qui descendaient en dessous, mais pour des raisons précises, parce qu'elles avaient souvent effectivement des populations soit très jeunes, soit à un haut niveau d'encadrement. Voilà. Donc tout ça s'expliquait, mais c'est assez difficile de descendre en dessous de 2 ou 2,5%. On va dire que ce stade-là, c'est un niveau assez incompressible. Au-delà de ça, il peut y avoir des phénomènes, et en particulier, si vous voulez, des phénomènes conjoncturels. Alors, soit parce que, justement, il y a une épidémie de grippe, soit parce que, et ça risque d'être le cas cette année, par exemple, soit parce que l'entreprise a des particularités, si vous voulez, en termes d'activité, en termes de pénibilité, en termes voilà, qui font que voilà, il risque d'y avoir un niveau d'absentéisme un peu plus élevé. Ou parce qu'on passe cap en termes de réorganisation, et donc c'est bien effectivement que ça peut engendrer une certaine démotivation. Et le vrai niveau, celui auquel on va s'intéresser le plus, c'est ce que j'appelle l'absentéisme dysfonctionnel. Donc c'est souvent effectivement la partie qui dépasse les 3,5 ou 4,5%. Alors 4,5 est un chiffre alors qui n'est pas communément établi, parce qu'en fait, ça, c'est plutôt effectivement la moyenne de ce qu'on retrouve dans certaines études nationales. Je dirais que, voilà, au-delà de 4, on peut commencer à se poser des questions. Sauf que, et j'insiste bien,
faut se poser des questions qu'à condition qu'on soit, je dirais, sans atypisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas une population, je dirais, plus âgée que la moyenne, qu'on est une population, je dirais, voilà, à 95%, je dirais, de personnel ouvrier travaillant dans des conditions pénibles, ou qu'on n'ait pas de population, si vous voulez, marquée par des risques particuliers. Ça, cet élément-là est important parce que moi, j'ai vu des entreprises qui sont à 7% et pour lesquelles, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est déjà un taux relativement bas compte tenu de leur démographie. Voilà, moi qu'il y ait des questions, mais à ce stade, c'est simplement effectivement poser le décor, savoir ce qui va nous intéresser. Alors, quand on veut travailler sur la prévention de l'absentéisme, il y a un passage obligé, hein, qui est quand même assez important. Puis alors justement, on a justement plus de données en général sur le sujet que sur d'autres thèmes d'ordre sociologique, c'est l'analyse quantitative. Alors là, il s'agit, dans un premier temps, effectivement, de caler, de se caler les idées sur ce qui pourrait être des hypothèses de cause. Et on va le faire en analysant la documentation de l'entreprise, évidemment en faisant des études statistiques précises, je vais vous montrer comment, avec pour objectif final d'identifier des hypothèses qui vont on va ensuite chercher à vérifier. Okay. Ce qui est important dans l'analyse quantitative, c'est que déjà, on a l'occasion de revenir sur des idées reçues. Souvent, on a des idées reçues sur le sujet. Je dis, bah, voilà, c'est parce que dans tel atelier, ils sont contestataires, ou parce que dans telle population est particulièrement démotivée, etc. Là, l'analyse quantitative a tendance effectivement à remettre en cause des idées reçues, et c'est une occasion rêvée, si vous voulez, de ne pas passer à côté de choses du fait de nos a priori. Donc voilà, il faut vraiment faire ce travail-là. On ne peut pas démarrer sur de l'analyse qualitative sans avoir fait un minimum ça. Et puis, l'autre chose très importante, c'est que ça va objectiver la situation. Donc, s'il y avait débat sur l'origine des risques, sur l'origine de l'absentéisme, là, pour le coup, effectivement, on va pouvoir effectivement vérifier. Et partager avec d'autres acteurs, et en particulier les représentants du personnel, une cartographie de la situation relativement précise. C'est vraiment des conditions idéales pour démarrer. Alors, deuxième temps, c'est l'analyse qualitative. Là aussi, c'est indispensable. Alors, pourquoi c'est indispensable? Parce que les chiffres, c'est intéressant, ça donne effectivement des idées, des tendances, des points de repère, mais malheureusement, les chiffres ne parlent pas plus que ce que vous le faites parler, quoi. Et donc, à un moment donné, on peut découvrir que sur une population, sur un atelier, sur un service, ou bien pour certaines personnes qui bénéficient de telle ou telle particularité horaire, etc., on voit des taux d'absentéisme plus élevés. Mais alors, de là à dire pourquoi, ça mérite effectivement d'aller au contact, hein, au sens de rencontrer, ou en tous les cas de qualifier ces différentes hypothèses à travers effectivement quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus réel. Et donc, ce troisième temps, bah, ça consiste essentiellement à ça. C'est repérer les facteurs, c'est passer des hypothèses de cause aux facteurs. Ça nous permettra aussi parfois de remettre en cause des hypothèses. C'est la fonction, si vous voulez, bien sûr, de cette analyse qualitative. J'insiste sur le fait que ce passage du monde, je dirais, chiffré au monde réel, d'une certaine façon, c'est aussi l'occasion, si vous voulez, de faire participer les gens et de les écouter sur, sur leur vécu, d'écouter aussi les managers, voilà, d'emmener en quelque sorte dans la démarche, hein, et dans le projet un certain nombre d'acteurs. Et cette analyse qualitative, je reviendrai dessus tout à l'heure, elle a bien sûr de l'intérêt dans la mesure où on s'appuie sur l'analyse quantitative pour faire exprimer les gens. En fait, on peut très bien effectivement faire des groupes de travail où on leur présente les résultats d'analyse quantitative et on leur demande des explications sur le sujet. Troisième temps, c'est le plan d'action. Et donc le plan d'action, ça consiste effectivement à faire prendre conscience à tout le monde, je dirais, de la
réalité de la situation, de partager je dirais, les ambitions de l'entreprise et puis de construire des actions dans la durée. Là aussi, j'en parlerai. Le travail doit être soigné, mais ce travail-là est essentiel, évidemment, parce que sinon on passe pas à l'action, pour qu'on décide d'un certain nombre de choses, qu'on communique sur ces choses-là aussi. C'est important, la communication dans la prévention de l'absentéisme. Alors, on va regarder chacune de ces 3 étapes et je vais commencer par la partie quantitative. Je ne vais pas vous faire un cours de statistiques, mais effectivement, il y a quand même quelques précautions d'usage à avoir. Première précaution d'usage, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on va prendre comme élément pour parler de l'absentéisme. Alors, les 3 cercles que vous voyez sur ce schéma, c'est tout à fait, comment dire, c'est pas nécessairement ce qu'il faut analyser. Ça peut être effectivement tout à fait différent, plus large, plus important. Très bien vouloir effectivement intégrer dans l'absentéisme d'autres éléments. J'ai tendance à dire, moi, que si on est au niveau du premier cercle, quand on prend la maternité, par exemple, quand on prend les jours conventionnels d'absence pour je sais pas, pour un décès ou pour une naissance, on tape quand même un peu à côté parce que pour le coup, évidemment, on ne doit pas nécessairement effectivement travailler contre la maternité ou travailler pour éviter effectivement que certains jours conventionnels ne soient pas accordés. Le deuxième niveau peut être intéressant. Là, on est sur quelque chose qui est en général assez comparable à des enquêtes nationales quand on intègre à la fois les accidents de travail et de trajet, la maladie, et puis par ailleurs les absences non justifiées. Voilà. Là, on trouve souvent des chiffres qui intègrent ces 3 dimensions-là. Donc, ça peut être assez comparable. Mais vous pouvez très bien vouloir travailler plus fin, ne travailler que sur la maladie et que sur la maladie rémunérée, ou voilà, à vous de voir effectivement, hein, bien sûr, le bon niveau sur lequel vous voulez travailler. Ça, c'est la première chose. Donc là, on sait en gros ce qu'on va avoir au numérateur quand on va travailler sur les taux d'absentéisme. Les précautions techniques à prendre, c'est que quand on va travailler sur le sujet, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il faut tenir compte effectivement de la démographie. Voilà, si vous avez une population importante de femmes, on sait, et pour le coup, mon propos n'est pas du tout sexiste, on sait effectivement les contraintes que doivent gérer les femmes qui ont un foyer, des enfants, et pour le coup, on sait très bien effectivement qu'il peut y avoir des contraintes qui vont avoir des effets en termes d'absentéisme. Quand on a une population de plus de 50 ans de moyenne d'âge, là aussi, on est confronté à des problèmes qui vont être des problèmes de maladies parfois plus longues, d'usure professionnelle, donc il faut tenir compte de ça. Donc une des premières choses à faire, c'est souvent de faire une analyse de votre démographie qui vous permette de dire est-ce que je suis comparable ou est-ce que je ne suis pas comparable à certains taux qui sont des taux nationaux ou qui sont des taux je dirais dans mon activité, dans mon domaine d'activité, dans ma branche. Et si ce n'est pas le cas, alors évidemment, on ne peut pas corriger si vous voulez, les phénomènes démographiques, sauf retirer des populations. Et en l'occurrence, il faut quand même effectivement en tenir compte dans votre analyse. Effectivement, être un petit peu moins sévère dans certains cas, ou au contraire plus exigeant si vous avez une population de cadres qui ont tous moins de 30 ans. Deuxième précaution à prendre, alors, tout dépend de la taille des entreprises, mais il y a des entreprises qui disposent d'outils extrêmement performants, je ne vais pas les citer, mais en l'occurrence, qui vous permettent d'attaquer vos bases de données et donc de faire ce qu'on veut avec, voire même du data mining, essayer de trouver effectivement des corrélations inattendues entre les absences et d'autres critères. Le plus souvent, on est un peu sous-équipé et on peut utiliser parfaitement un outil assez classique comme Excel, à condition de maîtriser. Alors là, j'ai marqué tableau dynamique croisé. Vous avez tous compris que c'était les tableaux croisés dynamiques et non pas les tableaux dynamiques croisés. Voilà, si vous utilisez ce type de moyens, on verra, en croisant des bases, réussir à obtenir des informations relativement intéressantes. Et le principe va consister essentiellement à avoir une base de vos absences, avec pour chaque matricule
effectivement de tomber sous le coup de la CNIL, pour chaque matricule, qui crée des informations sur les absences, au début, fin d'absence, nombre de jours d'absence, qui se calcule de façon automatique. Et puis par ailleurs, avoir une autre base qui, elle, va reprendre tout un tas d'informations, des données sociales, des données d'état civil, peut-être des données liées au contrat de travail. J'en ai cité quelques-unes, mais là, la liste est pas exhaustive. Hein. C'est bien sûr s'intéresser à l'âge, à l'ancienneté dans l'entreprise, s'intéresser au sexe, on va s'intéresser à la catégorie de la personne, cadre, on va s'intéresser à l'unité de travail, travail à quel endroit, on va s'intéresser peut-être à son métier, le métier plus exposé que d'autres, sa situation familiale peut avoir un certain intérêt. Et assez souvent de regarder effectivement la demande de client en fonction de la situation maritale, par exemple, en fonction du nombre d'enfants employés, s'il peut y avoir des corrélations. Et OK, il ne faut pas les ignorer. Et puis enfin, pourquoi pas régime horaire, pourquoi pas d'autres critères. En fait, quand on met au point cette base, il faut être relativement large. Je pense qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va découvrir. Donc, si on veut, je dirais, aller chercher des pépites au sens des causes inattendues sur le sujet, il faut multiplier les axes de tri. Et ces axes de tri, on va les avoir effectivement dans ces données. Donc, ces deux bases, toujours avec la même clé qui va être les matricules, une base absence et puis une base données sociales qu'on va à un moment donné regrouper, enfin, regrouper plutôt croiser, hein, de façon à faire des analyses. Voilà. Bon, je vous laisse, si vous n'êtes pas nécessairement effectivement informaticien ou surdoué sous Excel, vous rapprocher de gens compétents. Si vous avez la chance d'avoir un contrôle de gestion sociale, essayez de regarder. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle justement l'absentéisme, comprendre et agir, dans lequel il y a des données plus détaillées. Voilà, alors là, on va pouvoir effectivement faire tourner ces bases et on va pouvoir produire un certain nombre de tableaux. Je vais vous donner un exemple de ce que j'aime assez bien faire. Alors, je vois qu'il n'est pas là, mon exemple, s'il est derrière. Ah, voilà. Je vais vous donner un exemple de ce que j'aime assez bien faire, c'est ce type d'analyse. L'idée, si vous voulez, c'est de faire un travail un peu, si vous voulez, comme les archéologues. Vous savez, on fait balise le terrain avec des petits ficelles là, pour regarder effectivement chaque mètre carré, puis on va creuser petit à petit, on va faire un forage très, 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 très lent pour aller effectivement chercher ce qui pourrait être des causes. Là, sur un tableau comme celui-ci, bah, on retrouve d'abord plusieurs, comment dire, critères, enfin, plusieurs indicateurs. Bon, des moyens, là, c'est pour des raisons démographiques, alors hommes, femmes et tranches d'âge. Il y a le taux d'absentéisme, hein, il y a la fréquence de l'absence, c'est-à-dire en gros le rapport entre le nombre d'absences et le nombre de personnes à l'effectif. La durée moyenne de l'absence, donc on prend l'ensemble des durées d'absence et on divise par le nombre d'absences et on voit quelle est la durée. Et puis le nombre de jours d'absence, alors là au total. Si c'est un indicateur d'intérêt puisqu'il est en valeur absolue, donc c'est plus difficile à analyser. On pourrait avoir d'autres indicateurs, comme je vous présenterai tout à l'heure, comme la prévalence, c'est-à-dire quelle est la part de la population qui s'est absentée dans ces différentes catégories. Et là, on analyse effectivement, femmes, on analyse effectivement par tranche d'âge. Et on voit ressortir alors, des chiffres comme, par exemple, en rouge, 3,11, c'est-à-dire une fréquence d'absence de 3,11% pour les moins de 25 ans. Ce n'est pas totalement rare, mais là, c'est quand même relativement élevé. C'est-à-dire qu'en une année, en moyenne, les 6 personnes qui ont moins de 25 ans dans cette entreprise se sont absentées chacune 3 fois. Plus, d'ailleurs. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a une alerte. Mais on a d'autres chiffres en orange, par exemple, hein, par exemple le taux d'absentéisme des femmes, et en particulier le taux d'absentéisme des 45-54 ans. Okay, voilà, ou encore le nombre de jours d'absence des hommes. Là, c'est un indicateur. Voilà. Partant de ça,
je reviens alors cette fois-ci en arrière pour vous commenter, si vous voulez, euh, ces différents ratios. Bon, sur ce que j'appelle gravité de l'absentéisme, en fait, il ne s'agit que de taux d'absentéisme. Donc, pour le coup, c'est un calcul assez simple, hein, c'est le nombre de jours d'absence sur le calendaire. Donc, moi, je le calcule en calendaire. Certains ont les moyens de le calculer en théorique en fonction de leurs outils de gestion du temps. Mais voilà, ça revient un peu trop au même. Et si vous n'avez pas nécessairement, effectivement, d'outils de gestion du temps, c'est assez simple. C'est un critère intéressant, mais c'est un critère largement insuffisant. En fait, vous allez voir, quand on veut analyser les choses, il faut croiser plusieurs critères. La durée moyenne de l'absence. Alors là, c'est le nombre total d'absence. Voilà, par l'affront vous donner de calcul. C'est aussi un critère important parce qu'en fait, on s'aperçoit, si vous voulez, que des durées moyennes au-dessus de 15 jours sont assez alarmantes, ou alors vous avez une population particulièrement plus âgée et qui peut expliquer peut-être ce phénomène. Voilà. Mais sinon, ça peut être un point de repère intéressant. Euh, les fréquences des absences aussi est un élément important. Donc, je vous donnais tout à l'heure le 3,11. On considère, si vous voulez, qu'une absence ou une absence et demie par an et par personne, c'est un repère assez significatif. Ça baisse d'ailleurs plutôt avec l'âge, mais on en a plus effectivement sur les tranches de 25 à 30. Et puis enfin, la prévalence, alors c'est le nombre de salariés qui sont absentés au moins une fois dans l'année sur le nombre total de salariés. Là, ce qui est intéressant de savoir, c'est un chiffre assez ancien, mais la CNAM annonçait à une époque que 75% des salariés ne s'absentaient pas du tout. Ce qui veut concrètement dire, si vous voulez, qu'en gros, il y a une loi des 20-80, 25% des salariés représentent à eux seuls l'ensemble des absences. C'est aussi intéressant parce que je vois beaucoup d'entreprises qui sont à 50% de prévalence, ce qui veut dire qu'en gros, elles seraient au double de ce que la CNAM annonce, effectivement. Alors évidemment, je ne prends pas que des absences maladie, il y a aussi de l'AT, il y a aussi effectivement de l'injustifié, mais quand la maladie, effectivement, est un facteur qui entraîne une grosse prévalence, ça peut être un sujet inquiétant. Voilà. Bon, je ne vais pas plus insister sur la partie chiffrée, sauf pour vous dire qu'on peut analyser effectivement maintenant les choses une fois qu'on a fait ces tableaux. Alors quand je parle de tableaux, ça peut être bien sûr des tableaux, mais ça peut surtout être des graphiques, parce que c'est souvent plus éloquent hein, de comparer des choses. On voit par exemple, à comparer par exemple le nombre de jours d'absence par rapport tranche d'âge, et donc voir apparaître un graphique, on voit que sur certaines tranches, le nombre de jours d'absence spectaculairement important. Ça peut être beaucoup plus significatif qu'un tableau comme celui-ci. Là aussi, je vous renvoie, si vous voulez, sur le livre, parce que pour le coup, ça vous donnera des idées de tableaux, de graphiques possibles. Alors, ça fonctionne si il y a plusieurs conditions qui sont réunies. Alors, première condition, c'est, comme je l'évoquais tout à l'heure, repérer s'il y a des atypismes dans votre population, parce que sinon, vos chiffres ne sont pas comparables. Et ça va être difficile de dire, ah ouais, c'est pas chez nous, c'est pas grave. Deuxième condition, adopter le principe du forage, c'est-à-dire ce quadrillage et ensuite effectivement un travail. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui ressort de l'ordinaire, hein, comme ces chiffres en rouge ou en orange que j'évoquais, à chaque fois que vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose d'anormal, bah, voilà, c'est là qu'il faut creuser. Par contre, quand je dis qu'il faut faire du forage, c'est-à-dire que après, il faut se dire, comme on l'a vu tout à l'heure chez les 25 les moins de 25 ans ou les 25-30 ans, ils n'étaient pas très nombreux, donc c'est peut-être pas significatif. Mais quand on parlait par exemple des 45-54 ans, là, on a peut-être une population sur laquelle il faut rentrer un peu plus dans le détail. Ça concernerait par exemple effectivement quel type de catégorie dans cette population et dans les catégories en question, quel type de métier ou sur quel site en particulier. Donc c'est là qu'il faut effectivement rentrer dans une espèce de système de forme. Alors, condition suivante, pour que ça fonctionne, travailler par contraste. Ah, alors ça, c'est très important. C'est très important parce que moi, je m'aperçois qu'on arrive à comprendre rapidement les causes de l'absentéisme que si on compare des situations à une autre. Alors, évidemment, c'est difficile de vous comparer à d'autres entreprises, on verra qu'il y a des limites à ça. Mais par contre, si vous avez deux unités de travail qui se ressemblent ou si vous avez deux services qui sont
comparables d'une certaine façon, c'est toujours très important effectivement d'analyser les différences. Et surtout quand une situation est dégradée par rapport à une autre qui ne l'est pas, d'analyser la façon dont on gère la situation 1 par rapport à la situation 2 pour comprendre, si vous voulez, ce qui peut expliquer assez facilement, de façon un peu je dirais, logique, hein, ces différences d'absence. Je vois quelqu'un qui me demande si on aura accès au support. Oui, le support est disponible à la troisième, dernière, non, quatrième et dernière condition, donner de la valeur informative à vos données, c'est-à-dire qu'évidemment, on a vu que tous ces, tous ces ratios sont intéressants, mais évidemment qu'à la condition petit 1 qui soit comparé, alors comparé dans le temps, et je vous invite à regarder sur 2 ou 3 années. Méfiez-vous aussi des années atypiques. Si par exemple en 2017 l'effet de la grippe est manifeste chez vous parce que vous avez été, je dirais, extrêmement exposé, eh ben, il va falloir effectivement être prudent là aussi par rapport à ça, parce que les comparaisons avec les années précédentes, effectivement, ne vont pas donner quelque chose de très réaliste. Utiliser le benchmark si c'est possible. Alors, il y a des enquêtes nationales. On peut obtenir des chiffres souvent auprès de fédérations, on peut obtenir des chiffres, pourquoi pas, auprès de certaines entreprises de votre secteur qui sont collaborées. Donc, n'hésitez pas, c'est des points importants, parce qu'encore une fois, c'est en travaillant par contraste qu'on arrive à déceler des facteurs particuliers. Les comparaisons internes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par service, par métier, etc. Et puis, des corrélations avec des données de production ou des données de gestion. Alors, souvent, il peut y avoir des raisons qui sont liées à l'organisation du travail, liées au temps de travail, liées, je dirais, à la gestion personnelle. Et j'ai vu plusieurs situations, si vous voulez, où on avait décelé des causes d'absentéisme parce qu'on était allé chercher, si vous voulez, des raisons dans l'organisation. Or, des raisons dans l'organisation, ça peut être, par exemple, de comparer l'évolution de votre absentéisme sur une année, donc, un graphique à vous montrer, mais vous imaginez bien, un graphique avec les 12 mois de l'année, avec l'évolution du chiffre d'affaires ou l'évolution, je dirais, de la rentabilité ou pardon, de la productivité. C'est le terme que je cherchais. Ça peut donner, si vous voulez, des informations utiles. Je m'en suis rendu compte en particulier dans une chaîne de magasins à succursale, où le lien avec la productivité, au début, on pensait qu'il pouvait être significatif. Non, finalement, ce n'était pas ça qui expliquait certains taux d'absentéisme. En tous les cas, pas partout. Il peut y avoir aussi, je dirais, de l'absentéisme en fonction du taux de panne machine, ou en fonction d'autres aspects. C'est bien de s'intéresser à l'absentéisme aussi et de le comparer euh, enfin, en tous les cas, de regarder, si vous voulez, sur des critères d'organisation du travail, d'organisation du temps de travail. Regardez l'absentéisme, par exemple, en fonction des modes horaires auxquels les collaborateurs sont affectés. Et ça peut donner là aussi un certain nombre de pistes. Voilà, voilà pour la partie quantitative. C'est la qualité de votre base qui, au départ, va faire la différence. Je ne rentre pas dans le détail, mais il faut faire attention, évidemment, à des effets de structure, parce que si d'une année sur l'autre, vous avez changé d'organisation, s'il y a beaucoup de mouvements, etc., ça peut avoir des incidences. Donc, soyez prudent dans la façon dont vous allez construire vos bases, mais après, effectivement, vous allez avoir disposé d'énormément d'informations pour pouvoir qualifier la situation. On va regarder dans... Alors, je mets ça dans la documentation. Donc vous allez le retrouver. Ce qui va être important derrière, c'est de poser des hypothèses. Et voilà des exemples d'hypothèses dans la dernière colonne. Je vais simplement lire la ligne 2. Imaginons que vous ayez un taux d'absentéisme fort, une durée moyenne assez faible, mais une fréquence très forte et une prévalence très forte. Okay. Là, on peut se poser plusieurs questions. On peut d'abord se dire, tiens, c'est curieux, il faut le taux d'absentéisme, par contre, les durées sont faibles. Est-ce que ça tient, par exemple, à des problèmes d'ambiance? C'est plus quand on est sur du micro-absentéisme, c'est souvent effectivement les relations qui sont en jeu. Les gens ne supportent plus de travailler dans certaines conditions, donc s'échappent en quelque sorte du travail à travers des absences. Et là, si on se pose des questions sur l'ambiance, on peut aussi se poser des questions sur une population plus jeune,
rapport aux règles du travail un peu différentes, des problèmes d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Voilà. Mais ce ne sont que des questions. Ce ne sont que des questions qu'il va falloir aller vérifier. Alors, je passe justement aux questions suivantes. Donc, comment on les vérifie? Eh bien, il faut faire une analyse qualitative. Et là, c'est plus délicat parce que soit vous rentrez en contact avec la personne, soit il va falloir trouver des éléments documentaires qui vous permettent de conforter certaines hypothèses. Bon, j'ai fait une liste, enfin, pas une liste, dans le Rosas avec l'ensemble des sources qui pouvaient être utilisées. Moi, évidemment, je m'intéresse le plus souvent à la parole des salariés parce que c'est ça qui va nous donner. Il ne s'agit pas de les interroger sur pourquoi vous étiez absent, mais il s'agit de les interroger une fois qu'on a, par exemple, une catégorie qui s'absente souvent sur est-ce que les conditions de travail sont à l'origine de ça? Est-ce que les relations dans le travail sont à l'origine de ça? Est-ce que il y a eu des changements récents qui ont fait que les choses. Voilà. Donc, c'est vraiment un moyen important d'avoir des informations. En face, il y a aussi effectivement l'expression des managers. Je viendrai là-dessus parce que c'est pour moi extrêmement important qu'ils soient très tôt dans la démarche et on ne peut pas démarrer une analyse qualitative sans les associer à un moment donné. Et il y a d'autres sources qui sont des enquêtes de climat social qui permettent de conforter certaines analyses, les PV d'instance, on en parle de l'absentéisme au CHSCT, on dit quoi? Des observations extérieures, alors, je crois qu'il y a peut-être des rapports d'enquête extérieurs, d'auditeurs, etc. Donc toutes ces sources-là, il faut effectivement aller chercher, soit en direct, soit de façon indirecte à travers des études documentaires, des informations qui vont valider ou au contraire remettre en cause certaines hypothèses que vous aviez évoquées. Et là, vous allez passer des hypothèses à des causes fort probables. Alors, condition pour que ça marche, ce travail d'analyse qualitative, c'est d'abord chercher à valider ou à remettre en cause les hypothèses que j'évoquais. Ce qui est intéressant, c'est surtout de faire réagir, si vous voulez, les différents interlocuteurs. Et là, je reviens sur la notion de l'association des managers. Si, après votre analyse quantitative, vous pouvez réunir certains groupes de managers qui sont justement exposés, concernés par le sujet, euh, et les faire réagir par rapport, en leur présentant les résultats de l'analyse quantitative, en leur demandant ce qui, d'après eux, explique ce phénomène. Là aussi, vous allez effectivement glaner beaucoup d'informations sur la situation. Ils sont en première loge et donc ils sont en mesure effectivement de vous donner du qualitatif sur ce qui explique ces chiffres-là. Donc voilà, je vous invite à le faire. C'est souvent extrêmement intéressant, extrêmement éloquent, et donc c'est un démarrage intéressant. Et puis enfin, croiser les points de vue. Bien sûr, on peut avoir un point de vue, mais c'est intéressant que la personne puisse s'exprimer. C'est intéressant aussi, si possible, que les représentants des personnes puissent s'exprimer. Et puis que certains des salariés puissent aussi réagir par rapport à ça. Et en tous les cas, il ne s'agit pas de les interroger, je dirais, encore une fois, sur l'absence de façon ouverte, mais pas en train effectivement de remettre en cause le fait que chacun peut être absent, mais de comprendre ce qui pourrait expliquer du surabsentéisme. Et donc, bien sur ce sujet. Il y a de la prise de conscience dans la diffusion des données. C'est intéressant. Dernier point, mais ça c'est vrai pour toutes ces études-là, il y a une part d'intuition. Je n'ai pas dit qu'il fallait avoir des a priori, c'est qu'après avoir fait l'étude et après avoir écouté les gens, laisser parler aussi. Alors maintenant, on va parler du plan d'action. On est arrivé pas loin de la fin, on va vous laisser la parole. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut que vous fassiez, parce que chacun a sa situation, mais chacun, j'espère que si vous suivez cette conférence et que vous êtes intéressé par ce sujet, c'est que le problème, c'est qu'il y a peut-être un problème sur lequel vous voulez avancer chez vous. Donc, pour le coup, si vous faites ce travail d'analyse quantitative et d'analyse qualitative, vous allez découvrir des choses qui seront différentes, quelle que soit l'entreprise, le secteur, etc. Donc, attendez-vous effectivement à découvrir des choses assez différentes. Sachez que vous aurez derrière des leviers d'action qui sont là aussi d'un niveau différent selon, je dirais, l'ancrage ou la profondeur dans lequel s'est inscrit le sujet. Alors, je vais prendre un exemple sur les extrêmes. Quand je parle, par exemple, du respect des contraintes, j'ai vu des entreprises dans lesquelles, effectivement, le problème était simple.
c'était que voilà, beaucoup de jeunes recrutés qui ne respectaient pas les horaires de travail, en retard, qui ne venaient pas, qui ne pas, sans s'injustifier. Là, le levier réglementaire et le levier des règles suffit, si vous voulez, à régler le problème. À l'opposé, quand on est tout à fait en haut à droite, on est dans un système beaucoup plus inscrit et ancré dans la profondeur, où c'est des valeurs ou des croyances qui déclenchent effectivement l'absentéisme. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, par exemple, considèrent que c'est normal, que c'est pas très grave, que ça n'a pas de conséquences, ou que à l'âge qu'ils ont, ils y ont droit. Voilà. Et ça peut être effectivement culturel sur lequel il faut travailler. Donc, évidemment, ça demande beaucoup plus de temps. Les effets sont à long terme parce que le niveau, effectivement, est beaucoup plus en profondeur. Entre les deux, bah, voilà, vous avez des niveaux qui sont de type des dysfonctionnements organisationnels sur lesquels il y a l'organisation et les conditions de travail. C'est souvent un levier qu'il faut activer. La démotivation, alors le management a joué un rôle important. Le climat social, et là aussi l'ambiance de travail et les relations en interne vont être très importantes. Travailler dessus. Les conditions pour que ça fonctionne bien, là aussi, j'ajoute deux, trois choses. Bon, associer les managers le plus tôt possible, j'en ai parlé, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'ils vont je suis désolé, j'espère que vous m'avez retrouvé. Moi, je vous avais perdu. Il y a eu une interférence. OK. Alors, dites-moi si tout le monde me suit toujours. Voilà. Ah, c'est bon. Là, ça a l'air d'être bon. OK. Bon. Ah, c'est OK. Parfait. Merci de votre retour. Donc, je termine, excusez-moi. Une petite fenêtre qui s'est ouverte et qui m'a fait perdre l'écran. Donc, associer les managers, très, très important parce qu'ils seront sûrement la cheville ouvrière de votre démarche. Et puis, ne pas appeler l'étape des instances parce que souvent, elles peuvent être, je dirais, en contradiction par rapport au projet, alors que le projet, globalement, il est positif, si vous voulez. L'idée, c'est à la fois d'alléger, si vous voulez, le travail des présents, parce qu'on va trouver peut-être des moyens pour réduire l'absentéisme, mais aussi trouver des sources de motivation pour les absents. En fait, on est vraiment sur une logique d'accompagnement. Et puis, dernier point, valider le plan d'action avec votre communication. Vous allez me dire, ça va de soi, le dire quand même. Enfin, et j'insiste là-dessus, le plan d'action, il a aussi une vocation de communication. La communication, ça peut être pratiquement, je dirais, 20% de votre effet. C'est-à-dire qu'en fait, les actions, c'est intéressant, mais communiquer sur ce que vous allez faire et sur le pourquoi vous le faites, c'est aussi montrer la détermination de la direction à vouloir évoluer sur ce sujet. Et en même temps, effectivement, c'est de mettre tout le monde, je dirais, dans un mouvement. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée à bien communiquer sur ce plan d'action. D'où l'importance de le préparer et voilà, de montrer à quel point c'est pas banal et que ça pose un problème pour l'entreprise. Bien. Bah écoutez, j'en ai terminé et donc il nous reste quelques minutes pour répondre. Je suis désolé, un peu plus long que prévu, mais je me prête à vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Donc je vous laisse éventuellement quelques secondes pour réfléchir aux quelques questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant. Alors oui, le support est disponible. Ça, c'est une excellente question. Et donc, il sera accessible. Hein, si jamais il n'était pas accessible, je sais pas, manifestez-vous autrement. Bon, il est totalement libre. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de Pacte Conseil parce qu'il y a plein d'autres outils qui sont disponibles
en particulier des grilles d'analyse en fonction des critères de votre absentéisme, en particulier, voilà, il y a un guide pour les managers qui est accessible si vous me le demandez. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les sources de commentaires existent et je suis prêt à les mettre à disposition. Alors, quelqu'un me demande que pensez-vous des entretiens de retour sur le poste suite à arrêt de travail. Alors, je pense que c'est vraiment très important de faire des entretiens de retour. D'abord parce que ça débanalise le sujet de l'absentéisme. C'est les gens, s'ils reviennent après une absence et que personne ne les rencontre, clairement, ils ont l'impression que, d'abord, l'impression de ne pas être important. Et je sais à quel point les gens remettent en cause leur absence des fois parce qu'ils ont une idée de l'importance de leur présence. C'est revalorisons l'importance de la présence, et j'insiste là-dessus. C'est déjà une première action de communication vis-à-vis des absents. Et puis par ailleurs, il y a deux types d'absences. Il y a des absences longues où les gens ont besoin d'accompagnement pour le retour. Et là, ces entretiens vont être des entretiens de soutien. Et il y a des absences courtes et répétées pour lesquelles on a parfois besoin de comprendre s'il n'y a pas à l'origine de ça une raison, je dirais, dans l'organisation, dans les relations de travail, etc. Et là, les entretiens de retour vont être des entretiens qu'on peut appeler exploratoires, mais qui sont des entretiens bienveillants, dans le sens où il s'agit effectivement, on n'est jamais dans le reproche. Hein. Le jour où vous aurez recadré quelqu'un, c'est uniquement parce qu'il a été en absence injustifiée ou parce que, je ne sais pas, il a pu éventuellement, voilà, ne pas donner c'est un motif de, enfin, il n'a pas donné son arrêt de travail, enfin voilà, il peut y avoir des motifs comme ça. Mais sinon, pour le coup, tous ces entretiens ont pour vocation, effectivement, de comprendre et d'accompagner. Donc oui, je suis vraiment favorable. Ça redonne la main au manager sur ce rôle-là. Sauf qu'il faut souvent les former parce que c'est délicat à mener. Alors, comment communiquez-vous sur le sujet auprès des syndicats? Alors, c'est très simple. Ce qui met tout le monde d'accord, c'est l'analyse quantitative. Surtout si c'est fait par quelqu'un de neutre. Donc, et en général, même si c'est fait en interne, de toute façon, l'analyse quantitative, elle est ce qu'elle est, quoi. On ne peut pas avoir mis de mauvaises données à l'intérieur de la base de données. Celle-là, elle vous donne tout de suite effectivement des informations, à condition qu'elles soient, voilà, encore une fois, comparées avec des chiffres, qu'elles permettent effectivement une analyse objective de la situation. Je dirais que là, c'est un peu comme quand vous faites un travail sur les risques psychosociaux, la partie enquête et la partie enquête quantitative va souvent permettre effectivement de mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'il y a un problème, sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Alors après, je ne suis pas sûr qu'on puisse toujours associer tout le monde dans les actions, mais c'est intéressant de présenter le plan d'action en primeur au CHSCT pour avoir son retour et voir à quel point certaines propositions peuvent être socialement inacceptables, il faut le reconnaître, et peut-être effectivement adapter son plan d'action. Donc il peut y avoir deux moments, c'est suite l'analyse quantitative et avant la diffusion du plan d'action, ces deux moments propices à la communication avec les instances et en particulier avec le CHSCT. Je pense que c'est plutôt le CHSCT que n'importe quelle autre instance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je n'en pas. Il y a des gens qui ont l'air satisfaits. RAS pour ma part, quelqu'un, pas de question, merci. OK, pas de question, merci. Bon, alors ça voudrait dire qu'on aurait fait le tour. Écoutez, moi je me tiens dans la présentation, à la fin de cette présentation, vous avez mes coordonnées, je me tiens à votre disposition, ça me convient très très bien. Vous m'envoyez un mail pour me poser des questions, je répondrai avec, avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis je vous souhaite bonne chance dans vos projets de prévention de l'absentéisme. Merci à tous.